On va parler d'un homme qui, depuis l'ombre, a complètement façonné notre manière de consommer, de voter et même notre façon de penser. Cet homme, c'est Édouard Bernays. Disparu en 1995, il est tout simplement considéré comme le père de la propagande moderne. Il n'a pas juste influencé le XXe siècle, non, il en a carrément écrit le mode d'emploi pour manipuler l'opinion en démocratie. Cette citation, elle vient de Bernays lui-même. Et elle est sans équivoque. Il parle de l'existence d'un gouvernement invisible qui façonne nos esprits, nos goûts, nos idées. Et les membres de ce gouvernement, d'après lui, ce sont des gens dont on n'a jamais entendu parler. C'est vraiment le point de départ de toute sa pensée. En démocratie, le vrai pouvoir ne serait pas du tout là où on le croit. Le parallèle est osé, c'est vrai, mais il est juste. Comme Machiavel conseillait le prince sur comment garder le pouvoir, eh bien Bernays, lui, il conseillait l'élite du XXe siècle, les grands industriels, les hommes politiques. Sa mission, leur apprendre comment augmenter leur capital, qu'il soit économique ou symbolique, en influençant les masses. Et le plus fou, c'est qu'il le faisait au grand jour. Alors, sa première idée clé, c'est ça, le gouvernement invisible. Pour Bernays, cette manipulation, ce n'est pas un défaut de la démocratie, pas du tout. C'est une nécessité. On va voir pourquoi. Ok, mais comment cette minorité s'y prend pour nous guider sans qu'on s'en rende compte? La réponse, elle se trouve dans la psychologie. Bernays, il ne s'adresse pas à notre raison. Non, il vise une part bien plus profonde et beaucoup plus puissante de notre esprit. Et voilà son postulat de base. Pour lui, une foule est gouvernée par ses instincts et non par sa raison. Et ça la rend vulnérable, parce qu'elle n'agit pas toujours dans son propre intérêt. Sa vision de la démocratie est donc assez radicale. Ce n'est pas un régime où on contraint le peuple, c'est un régime où on manipule son opinion pour qu'il désire de lui-même ce que l'élite attend de lui. Et ce n'est pas un hasard si on parle d'instinct. Il faut savoir que Bernays était le neveu de Sigmund Freud. Il a donc tout simplement appliqué les théories de la psychanalyse au marketing et à la politique. Il a compris qu'il fallait cibler le « ça », vous savez, cette partie inconsciente de nous-mêmes qui est gouvernée par les désirs, par les pulsions. C'est la fameuse partie immergée de l'iceberg de notre psyché. Cette idée est parfaitement illustrée ici. Nos actes sont déterminés par des mobiles qu'on se cache à nous-mêmes. On croit acheter une voiture pour se déplacer, mais en fait, inconsciemment, on l'achète peut-être pour le statut social qu'elle nous donne. Le bon propagandiste, c'est celui qui comprend et qui sait exploiter ces mobiles cachés. Bon, assez de théorie, voyons un peu comment Bernays a mis ses principes en action avec des campagnes qui ont changé, pour de bon, les habitudes de millions de personnes et dont les effets se font encore sentir aujourd'hui. Ces faits d'armes sont assez impressionnants. En 1917, il aide le président Wilson à convaincre une opinion publique pacifiste d'entrer en guerre. Quelques années plus tard, pour un client, il fait exploser les ventes de bacon en inventant de toutes pièces le petit déjeuner américain copieux, validé par une pseudo-étude médicale. Et puis, son coup de maître, l'opération qu'on va détailler maintenant, les flambeaux de la liberté. On va se concentrer sur cet exemple, parce qu'il est incroyablement révélateur. Dans les années 20, pour les femmes respectables, fumer, c'était un tabou. La marque de cigarettes Lucky Strike engage donc Bernays pour faire sauter ce verrou, à la fois culturel et commercial. Alors, comment il s'y est pris ? Tout le génie de Bernays est là. Il n'a jamais, au grand jamais, parlé des mérites du produit. Ce qu'il a fait, c'est associer la cigarette à un symbole de pouvoir énorme, l'émancipation des femmes. Il a orchestré une vraie mise en scène pendant une parade populaire où des femmes très élégantes allumaient leurs cigarettes, présentées comme des flambeaux de la liberté. En un instant, un acte tabou est devenu un geste de rébellion, une conquête féministe, alors que tout ça était entièrement orchestré pour le profit de l'industrie du tabac. Cet exemple, il illustre un changement fondamental dans les techniques de contrôle social. Bernays a compris qu'il était bien plus efficace de canaliser les désirs des gens plutôt que d'essayer de les réprimer. On assiste ici à une véritable bascule. On passe des anciens systèmes de contrôle, la religion, l'État autoritaire, qui fonctionnaient sur l'interdit, sur l'inhibition, à un tout nouveau système. Celui de la société de consommation, lui, il fonctionne à l'inverse. Il ne réprime pas nos pulsions, au contraire, il les encourage et les stimule. Il est basé sur la désinhibition. Et voilà la logique implacable derrière ce système. Un peuple qui est occupé à satisfaire ses pulsions de consommation, il n'a ni le temps ni l'énergie pour la contestation politique. Le désir d'acheter des choses devient le nouvel horizon et ça remplace les aspirations à une société meilleure. La liberté, finalement, est redéfinie comme la simple liberté de consommer. Ces techniques, qui sont nées dans les années 20, sont loin, très loin d'être dépassées. Elles sont au cœur de notre société du spectacle, où les débats complexes sont systématiquement transformés en affrontements émotionnels, en batailles de valeurs.
Pour bien comprendre comment ça marche aujourd'hui, prenons un exemple complexe et très actuel, le débat sur la gestation pour autrui, la GPA. L'idée, ce n'est pas de prendre parti, bien sûr, mais juste d'analyser la manière dont le débat est présenté. Face à un sujet pareil, un pouvoir politique qui s'inspire de Bernays aurait un choix stratégique à faire. Est-ce qu'il va axer le débat sur l'angle économique et rationnel, qui soulève des questions de marchandisation du corps, de précarité, ou bien est-ce qu'il va privilégier l'angle idéologique et émotionnel, en mobilisant des valeurs fortes comme le droit à l'égalité ou le progrès? La stratégie de Bernays, c'est de choisir systématiquement le deuxième angle, pour court-circuiter l'analyse rationnelle et obtenir l'adhésion par l'émotion. Parce que l'objectif final, il est précisément là. Nous faire consentir à des logiques qu'on refuserait peut-être si on nous les présentait de manière brute, sans tout cet enrobage émotionnel. En faisant appel à nos valeurs les plus nobles, la liberté, l'égalité, on peut nous faire accepter des dynamiques qui, si on les regardait sous un autre angle, pourraient nous paraître beaucoup plus problématiques. Tout ça nous laisse avec une question fondamentale, qui résonne particulièrement fort aujourd'hui. Nos émotions, notre sensibilité, est-ce que c'est la marque de notre humanité ou est-ce que c'est devenu notre plus grande vulnérabilité dans un monde qui a appris à les instrumentaliser? Comprendre les mécanismes de Bernays, ce n'est pas rejeter nos émotions, c'est apprendre à défendre notre esprit critique contre ceux qui cherchent à prendre nos consciences en otage.